On pense bien entendu à la famille d'Olivier d'Artigol, bien entendu, à la famille de Gilles Verdez, à la famille de Thomas Guénolé et à toutes ces familles vraiment bouleversées par ces élections aux États-Unis. Ces familles qui n'ont pas dormi avant-hier pour suivre les élections dans un espoir, bien entendu, de voir Kamala Harris sortir du pain de mie et devenir présidente des États-Unis. Ils n'ont pas dormi cette nuit, bien entendu, puisqu'ils se sont dit qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, et ils ne dormiront pas, ils ne dormiront plus. On pense à eux et on les embrasse, mais ce qui peut sauver, non pas Gilles Verdez, non pas Thomas Guénolé, qui sont avec moi dans l'émission TPMP. Ce qui peut les sauver, la seule chose qui peut sauver ces gens, c'est l'amour. Et Dieu soit loué, Olivier d'Artigol a certainement trouvé chaussures à son pied. J'ai envie de dire couvercle à sa casserole. Et je sentais qu'il y avait un début d'idylle entre Valérie Benaïm et Olivier d'Artigol. Mais là, ce n'est plus des soupçons, c'est bien entendu une certitude. Grâce à un enquêteur secret, dont je ne dévoilerai pas le nom. Je le dis aux éditeurs d'Europe 1, je ne dévoilerai pas son nom. Une gaufrette. J'ai aujourd'hui en possession, et en bas possession, on m'a envoyé à 15h42 un tweet d'Olivier d'Artigol. La personne qui m'a envoyé ce tweet, c'est une personne, un de mes enquêteurs, et quelqu'un de très proche de moi. Ouais. Je vais donner ses initiales, à mon avis, vous allez très vite trouver de qui il s'agit. GL. M'a envoyé ce tweet. Olivier d'Artigol a tweeté, si ce n'est pas déjà fait, venez découvrir les promenades littéraires et humaines de Valérie Benaïm. Oui. Dans les temps tourmentés de la période, c'est une pause qui fait du bien. Cela devrait être remboursé par la Sécu. Un lâcher-prise avec la meilleure des compagnies, celle de Valérie Benaïm. Valérie, je t'aime en secret. Rejoins-moi nu dans le studio, Olivier d'Artigol. Voilà, donc écoutez, je le dis aux éditeurs d'Europe 1, dans cette émission, il s'agit des choses, et vous avez tweeté pour Valérie Benaïm, Olivier d'Artigol. Mais c'est vrai. Bravo. Elle fait droit. Mais j'ai découvert droit d'auteur. Oui, vous avez découvert droit d'auteur. Vous avez surtout découvert Valérie Benaïm. Valérie nous croit pas. Écoutez, moi, votre fiancé vient me voir quand, demain? Oui, la semaine prochaine. Non, elle vient demain, je vais avoir à lui parler. Et c'est très bien que votre fiancé rencontre la maîtresse de son mec. Mais il a vraiment fait un tweet en fait. Je croyais pas. Oui, Valérie Benaïm, je vous dis. Je vous dis qu'il Je suis très touchée. Bah oui, je vous dis. Moi, je peux proposer quelque chose d'ailleurs. Changez de place avec Gauthier Lebray, vous mettez à côté d'Artigol à partir de maintenant. Merci. Allez, merci Valérie Benaïm d'être avec nous, merci Gauthier Lebray, merci monsieur d'Artigol, et merci Émilie. Merci Émilie, je vous ai pas dit merci. Je suis restée pour le scoop. Émilie, ne vous y mettez pas, vous êtes d'accord avec moi Émilie, qu'il se passe quelque chose? Il y a quelque chose. Voilà. L'amour des livres en commun. Émilie est une fan d'amour et elle sait reconnaître quand il y a un début de crush. Et là, ce n'est pas un début de crush. Moi, c'en est même gênant parce que je suis entre les deux. J'espère qu'il ne va rien vous arriver, bien entendu. Nous avons des conjoints respectifs et tout va très bien. Exactement. Vous savez, c'est ce que disaient beaucoup de gens. Vous expliquerez ça au juge, Valérie Benaïm. Merci. Il est 16h06 sur Europe 1. Et alors, on va démarrer cette émission. Il y a plein de choses. On dit plein de choses dans l'émission. Mais j'aimerais qu'on démarre 2 petites secondes. Même plus que 2 petites secondes, avec mon ami, celui que j'aime. Alors je suis fan. Je vous le dis, je suis fan de lui, il le sait. Depuis des années, je suis fan de lui, c'est Jacques Vendroux. Non, c'est pas vous, Olivier d'Artigol, je vous aime beaucoup. Mais... Non, je me tournais vers Gauthier. Mais c'est pas, je suis fan de Jacques Vendroux. On peut l'applaudir. Et quel bonheur de l'avoir avec nous. Quel bonheur, mon Jacques. Merci, mes amis. Mais comment, je suis tellement sympathique, je te jure. Mais c'est vrai, quand je le vois, je suis heureux. T'as l'air toujours de bonne humeur. D'abord, j'aime rire. Ouais, c'est ça, qui est important. On m'a toujours appris de faire ce métier sérieusement, sans se prendre au sérieux. Voilà. Et donc, je m'éclate ici à Europe, à CNews, et voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le destin. Moi, j'aime. Et tu t'éclates avec Pascal. Pascal Pro, j'adore. Je sais, je l'embrasse, mon Pascal. Il y a Fabien Lecoeuf qui vient d'arriver, qui malheureusement est un petit peu en retard. Oui, il a du sopalin. C'est pas grave, il démarre un peu plus tard. Il s'est fait maquiller. Pourquoi vous êtes fait maquiller, vous? Non, je suis tombé, j'ai été bloqué par un quart d'enfant à une sortie d'école. T'es maquillé, là? Oui, bien sûr. Mais pourquoi vous êtes été bloqué à une sortie d'école? Ouais. Mais c'est pas... ils ont dû vous prendre pour un élève. Non. C'était des maternelles, là. Allez. Les chéris, sur Europe 1, je voudrais qu'on parle d'un truc, Kylian Mbappé. On vient d'apprendre, et ça, c'est un truc de fou. J'aurai, je vous le dis, des infos dans... Je vais avoir une personne au téléphone dans quelques minutes. Mais je vais déjà un petit peu d'infos, et Jacques, bien entendu, c'est la Bible. On vient d'apprendre que Kylian Mbappé n'est pas sélectionné dans la liste de Didier Deschamps pour les matchs contre Israël et l'Italie. En Ligue des Nations, pas sélectionné. Avec son club du Real Madrid, performance
pas fameuse pour l'instant. Ils sont très très moyenne. Ils ont du mal, le Real Madrid. Ils vont peut-être. Moi, je pense qu'ils vont rien gagner cette année. Ils sont mal barrés partout. Jacques Vendroux, c'est fou que Didier Deschamps ne l'ait pas sélectionné. Quand je disais qu'il y avait des problèmes, on me disait non. Bah voilà. Jacques. Non, ce que je voudrais signaler surtout à vos auditeurs, Cyril, c'est que de toute façon, c'est une première, et c'est ça que c'est grave, c'est une première mondiale. C'est-à-dire jamais le meilleur joueur de votre pays ne vient pas en sélection. La première fois, c'est parce que il était un peu fatigué, il avait des états d'âme, il n'était pas bien, etc., etc., etc. Pourquoi pas ? Là, c'est le deuxième rendez-vous où il ne vient pas. Et là, c'est le sélectionneur qui prend la décision de ne pas le faire venir. Ça veut dire que Didier Deschamps est le patron de cette équipe de France. Alors, il a cautionné, entre guillemets, sa première absence, mais là, il n'a pas du tout cautionné sa deuxième absence. Et quand on regarde l'histoire du foot que nous aimons tous ici, jamais Cruyff s'est permis de faire ça. Jamais Platini s'est permis de faire ça. Jamais Zico s'est permis de faire ça. Mais jamais Pelé. Ils ne venaient pas en sélection parce qu'ils étaient vraiment blessés. Et il y avait une règle qui est formidable. C'est-à-dire qu'un joueur qui ne veut pas venir en sélection parce qu'il est blessé, il doit quand même venir au rendez-vous de l'équipe de France pour faire contrôler sa blessure. Et là, je trouve que Didier, il a parfaitement joué. Attention, t'as envie de venir, mais t'as pas envie de venir, t'as envie de jouer, mais t'as pas envie de jouer. Pour moi, il y a plusieurs raisons. Alors, il faut la trouver, mais il y a un mystère. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout que M. Mbappé ne vienne pas en équipe de France de football. Mais vous avez un début d'idée de raison. Je vais le trouver. Moi, j'ai plusieurs raisons. Oui. La première, c'est que je pense que tout Mbappé qu'il est, et Dieu sait si j'aime ce joueur comme toi, ne fait plus l'unanimité en équipe de France de football en interne. Oui. C'est très important. En interne, avant, il faisait quasiment ce qu'il voulait parce que c'était le meilleur joueur du monde. Peut-être qu'il a été trop loin dans ses rapports humains avec certains de ses coéquipiers. Et à la sortie, eh bien, ça lui retombe dessus. Et Didier a dit, je crois que dans l'intérêt supérieur de l'équipe de France de football qui sort d'une bonne série et qui va entamer une nouvelle série pour une qualification pour la suite de la compétition, pour cette Coupe d'Europe, il a dit, je ne le fais pas venir. Je ne le fais pas venir parce que ça peut porter préjudice à l'équipe de France de football. Incroyable. Il avait pris trop d'importance au sein de cette équipe. Donc, il ne vient pas. Deuxième raison, c'est qu'il est moins populaire qu'il l'était. Il ne faut pas l'oublier. Et il est moins crédible qu'il était. Il est parti au Real Madrid. Peut-être qu'il s'aperçoit qu'il n'a peut-être pas fait le bon choix, parce qu'au Real, on ne lui trouve pas de poste, bien sûr, premièrement. Oui. Deuxièmement, le Real, depuis qu'il est arrivé, même si sur le plan national, c'est à peu près correct par rapport à Barcelone, sur le plan ils ont pris de la Ligue des Champions, ils ont pris 4-0 contre Barcelone, chez eux, ils ont pris 3-1 en Ligue des Champions contre le Milan AC. Il y a forcément un truc qui ne va pas. Alors donc tout ça, ça joue sur le physiquement. Parce qu'en fait, ce qui a changé depuis... Alors, je le dis pour les auditeurs qui ne regardent pas du tout le foot, le Real Madrid, l'année dernière, il a tout gagné. Ils ont changé un seul truc entre l'année dernière et cette année. Ils ont fait arriver Kylian Mbappé. Et depuis, en Ligue des Champions, ça va être très compliqué. Je ne les vois pas gagner la Ligue des Champions, vu comment ils sont partis. Mais bon, on peut tourner. Mais le championnat, ça va être encore plus compliqué. Barcelone leur a mis 4-0 chez eux. Donc, Barcelone devrait être champion d'Espagne. Donc, ils risquent de rien gagner cette année. Donc, ils ont tout gagné l'année dernière. Ils n'ont rien gagné cette année. Donc, forcément, même si c'est pas de sa faute, tout le monde se dit, la seule chose qui a changé depuis l'année dernière, c'est Kylian Mbappé. Et il paraît aussi, on le sait, que ses coéquipiers, il y a un très grand joueur qui s'appelle Jude Bellingham, il dit qu'il joue plus à son poste depuis qu'il y a Kylian Mbappé. Et donc, il dit, il faut régler ça, sinon, ça va pas le faire. Il y a un mec qui est sur le banc, qui jouait très bien, qui s'appelle Rodrigo, qui dit, pourquoi je joue pas alors que Kylian, il n'en met pas une dedans. Et il y a le plus grand joueur du monde, peut-être Vinicius, qui est à la place où voudrait être Kylian Mbappé. Et lui, il commence aussi à dire, il me faudra un attaquant de pointe devant. Non, mais je crois que c'est aussi un problème entre guillemets d'ego. C'est-à-dire que il a une telle personnalité, Kylian, que ce soit au Paris Saint-Germain, que ce soit à l'AS Monaco, que ce soit en équipe de France, quand il arrive au Real Madrid, c'est Kylian Mbappé. Et il le fait savoir. Il le fait savoir en mettant en difficulté l'un des meilleurs entraîneurs du monde, qui est Ancelotti. Donc, il a intérêt. Moi, je suis extrêmement choqué qu'ils ne viennent pas en équipe de France de football. L'équipe de France de football, c'est un devoir.
quand on est appelé en équipe de France. C'est formidable. Ça ne se refuse pas. J'aimerais bien qu'il y ait 2 éditeurs qui réagissent. 01 80 20 39 21. Kylian Mbappé qui ne sera pas encore en équipe de France. C'est un truc de fou qu'on vient d'apprendre. Dites-nous ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que Jacques, comme vous l'avez dit, c'est historique. C'est le meilleur joueur de France. Il joue pas en équipe de France. Non, mais même Platini blessé, il venait. Même Cruyff en équipe de Hollande. Et Dieu sait s'il y a eu des problèmes, je veux dire, avec Johan Cruyff et l'équipe nationale. Il venait. Que ça soit Pelé, il arrivait. Pelé, le meilleur joueur du monde de tous les temps, il arrivait à genoux en équipe nationale. Mais je crois que là, la mentalité a changé. Les jeunes ont changé. C'est-à-dire que le maillot bleu-blanc, le maillot bleu de l'équipe de France ne fait sans doute plus rêver. Ça veut dire qu'il n'écoute pas son entourage aussi. Mais son entourage pourrait lui dire, il faut que tu le fasses. Mais son entourage fait le maximum. Oui. L'entourage, il fait maximum. C'est un gamin qui a beaucoup de personnalité et qui a forcément Autant ses parents font le maximum pour essayer de lui faire comprendre d'aller en équipe de France. Lui, ce qui est grave, c'est que lui dit à Didier Deschamps, puisque Didier Deschamps l'a dit tout à l'heure, il voulait venir. Pour que Didier Deschamps dise non, je ne te retiens pas, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Ouais. Je vais le savoir. Et je vais le savoir. Moi, j'ai un pressentiment. Je vais le savoir très vite. Moi, j'ai un pressentiment. Ah oui. Mais je me trompe peut-être. Bien sûr. Peut-être que l'histoire de la Suède peut ressortir en plein stage de l'équipe de France de football. Peut-être. Attendez. Je dis bien, ça n'engage que moi. Je n'ai aucune information. Je n'ai aucune preuve. Moi, je vais les avoir avant ce soir, avant la fin de l'émission. Donc on s'appelle. Ah bah oui, je vous le dis, je vais les avoir là. Je vais les avoir là, même pendant la pause, je vais les avoir. Oui. Je vais mettre les pieds dans le plat parce que les spéculations vont montrer, puisque Didier Deschamps n'a pas donné la raison officielle. Ça avait déjà été dit par Valérie Benaïm, la question avait déjà été posée par Valérie. Ça fait 3 fois que Kylian Mbappé n'est pas là pour jouer face à Israël. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une piste ou pas? Non, j'y crois pas une seule seconde. Ça, j'y crois pas une seule seconde. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Surtout ne mélangeons pas tout, parce que là, on va partir dans une discussion. La question est posée, donc vaut mieux. Non. Alors, je n'y crois pas. Je pense que c'est là vraiment, et je vous dis, c'est vraiment, il n'aurait pas joué s'il jouait contre n'importe qui. Ça aurait été Roumanie et Autriche, ça aurait été pareil. Moi, je connais bien son père. Je peux vous dire que c'est pas du tout dans leur culture. C'est pas du tout dans leur culture. C'est un mec bien. C'est un mec très équilibré qui donne les meilleurs conseils qu'on peut donner à son fils. C'est pas toujours facile de donner des conseils à votre fils quand vous avez 50 ou 60 ans. Moi, donner des conseils à mon fils, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est pas un truc qu'on maîtrise complètement par rapport à la jeunesse de maintenant. Et donc, moi, je sais, pour le connaître, pour le côtoyer de temps en temps, je crois que lui fait le maximum du maximum. Mais là, je pense pas que l'histoire... Non, je préfère... Ça, il faut même pas... Même pas l'imaginer. Je suis d'accord avec vous, Jacques, là, vraiment là-dessus. Moi, dans l'histoire du foot mondial, écoutez bien ce que je vous dis, ça n'est jamais arrivé. Non mais moi, restez avec moi parce que je vais l'avoir, moi, l'information. Et Jacques, vous avez quand même évoqué quelque chose qui est quand même embêtant. Si c'est cette histoire de Suède qui va ressurgir, attendez, Cyril, vous avez dit, c'est une hypothèse, une intuition. C'est une intuition, parce que c'est pas normal qu'il vienne pas. Aucune info. Donc je le dis bien. Jacques, il discute, il dit peut-être que ce serait ça. C'est peut-être comprendre. J'essaye de comprendre. Peut-être complètement autre chose. Peut-être que Didier aussi s'est arrangé avec le Real Madrid et il leur a dit voilà, je vais le préserver. On va le préserver. Mais Cyril, tu connais le foot aussi bien que nous. Non, quand même pas. Bon, tu connais bien le foot. C'est-à-dire que c'est pas le Real Madrid qui décide. C'est Didier Deschamps qui décide de le retenir. Il l'appelle. Il lui a parlé au moins 5 ou 6 fois avant de l'appeler, de lui dire voilà, je vais te sélectionner. Et l'autre, il fait oui, pourquoi pas, etc. J'ai envie de venir, etc. Puis après, ils ont parlé de tout et de rien. Il a vu sa motivation, qui n'était pas une motivation débordante. Didier Deschamps, il n'a fait que son rôle de patron. Il a dit, écoute, il lui a pas dit, mais à mon avis, il lui a dit, je te sens pas sur cette affaire. Reste chez toi, repose-toi. Mais c'est pas le Real Madrid qui décide. Attention, parce que si jamais Mbappé ne vient pas en équipe de France, le premier qui est sanctionné, c'est son club. Attention, il ne faut pas l'oublier, le Real n'a rien à voir. Et question, il n'a que 25 ans, Mbappé. Oui, sur le plan sportif et footballistique, il a de belles années devant lui. Oui, mais là, pour l'instant, de ce qu'on voit, il était bien meilleur il y a 3 ans. Excusez-moi. Sauf que si on est d'accord, Jacques, il était meilleur il y a 3 ans. Parce qu'aujourd'hui, une carrière, ça veut dire quel âge ? Le problème que tu as, quand tu veux être meilleur joueur du monde, tu sais, il n'y a pas d'âge en fait. C'est des moments. C'est ce que je dis, c'est comme un animateur télé. C'est pas... Moi, je le dis, le plus gros talent
qui a émergé depuis 10 ans en télé, c'est Pascal Praud. Voilà. Donc je le dis et je le répète ici sur Europe 1, pour moi, le plus gros talent qui a émergé depuis 10 ans en télévision, et le seul talent qui a émergé vraiment depuis 10 ans en télévision, c'est Pascal Praud. Parce que c'était son moment. Voilà, c'était le moment de Pascal. Mais Kylian Mbappé, sachez que là, il n'a pas eu le ballon d'or à 22, à 23, à 21, à 20, à 24, à 25. Le problème qu'il a, c'est que maintenant, il y a des mecs qui arrivent, qui ont 17 ans, 18 ans, 19 ans, qui sont des monstres. Hein. Je vous le dis déjà, à mon avis, Rafinha, il sera pas loin du Ballon d'Or l'année prochaine, l'attaquant de Barcelone, qui est en train de faire une saison de fou. T'as Lamine Yamal aussi, qui a 17 ans, je crois, qui est un monstre. Et t'as beaucoup de monstres qui arrivent, et forcément, à un moment, ça y est, ton moment, il passe. Donc, Maintenant, moi, là aussi, ça n'engage que moi, quand on a la chance de s'appeler Mbappé, quand on a la chance d'avoir des parents qui le protègent et qui surveillent tout ce qu'il fait. Quand on a la chance de gagner beaucoup d'argent, et tant mieux pour lui, il n'y a pas de la jalousie, je ne suis pas aigri du tout, je suis content pour lui, et on est tous contents pour lui, parce que les footballeurs maintenant gagnent beaucoup d'argent. Oui. On n'a pas le droit d'avoir des états d'âme. Mais on n'a pas le droit, et on n'a pas le droit de dire au public, à la radio, à la télévision, le Paris Saint-Germain me doit tant. C'est tellement déplacé par rapport à ce qui se passe dans le pays que on est à côté de la plaque. Voilà, tais-toi, fais ton métier, entraîne-toi, viens avec l'équipe de France, avec le sourire. Mais ce qui est plus grave, c'est là, je le répète, c'est pas récurrent, Didier Deschamps a dit non. En fait, on est en train de tourner autour du pot. Didier Deschamps a dit non, je ne te prends pas. Dans l'intérêt supérieur de l'équipe de France de football, n'oubliez pas, Mike Maignan, le gardien de but, a dit, il faudrait peut-être qu'il se calme un petit peu. Enfin, c'est un grand joueur, ok, mais nous, on est là aussi. Quelque part, il y a de la maladresse. On parle aussi d'une petite, je dirais pas le joueur, mais il y aurait eu un problème aussi il y a quelques mois avec un joueur qui prenait trop de place et qui était un petit peu devenu un peu trop star au goût de l'entourage de Kylian et Kylian Mbappé, et il aurait demandé aussi de prendre un peu de recul. Exactement. Voilà. Et puis alors, n'oublions pas, Cyril, il y a quelques années, Noël Le Graët, qui à l'époque était président de la Fédération française de football, avait été bousculé par Mbappé, bousculé pas physiquement. Il lui a dit, attendez président, vous nous demandez de signer une charte considérant que les joueurs de l'équipe de France doivent collaborer à certains sponsors, etc. de l'équipe de France. Il y a des sponsors qui ne me plaisent pas. Il avait tout fait remettre en cause. Même Le Graët avait été obligé de... Donc si vous voulez, il avait pris beaucoup d'importance. On peut être le meilleur du monde. On peut faire des choses merveilleuses, mais il y a un moment, il faut rester à sa place. Exactement. Alors Jacques, moi, vous avez dit, il y a un facteur aussi, c'est un peu le désamour du public. Et alors, je vais vous dire, moi, je pense que le désamour du public, il est venu à un moment. Je suis désolé, il y a eu 2 moments pour moi. Il y a eu le tweet sur Naël, et il y a eu pendant les législatives qui ont été la dissolution de l'Assemblée, quand il a pris la parole pendant le rassemblement de l'équipe de France. Et ça, c'est les 2 choses, à mon avis, Gauthier Lebray, qui ont fait que, au niveau de la popularité, ça s'est effondré. Oui, d'ailleurs, il y avait eu un baromètre de popularité après l'affaire Naël et son tweet, donc Petit ange parti trop tôt, et on voyait sa cote de popularité chuter. Donc déjà à l'époque, on s'était demandé si ça n'avait pas eu un lien avec son tweet sur Naël. Et ce qui est vrai, c'est que son intervention pendant les législatives, et le problème, c'est en sa qualité de capitaine de l'équipe de France, dans une compétition où il représente la France et où il est capitaine d'une équipe avec 66 millions de supporters, il a exclu 10 millions de supporters à l'entre-deux tours potentiels, c'est-à-dire les 10 millions d'électeurs du Rassemblement national. C'était pas son rôle, à ce moment-là, dans ce cadre-là, avec le brassard de capitaine de l'équipe de France, de donner des consignes de vote. Il était là pour représenter tous les Français, peu importe le bulletin de vote qu'ils avaient pris au premier tour. Donc oui, il s'est fâché avec 11 millions, même plus de 10 millions, 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Un peu plus aussi, il y a peut-être pas et ceux qui n'ont pas voté RN, mais qui ont trouvé qu'ils n'avaient pas à faire ça. Donc on revient à ton raisonnement, à notre raisonnement en tous les cas. À un moment, quelle que soit ta notoriété, tu dois savoir rester à ta place. C'est pas parce que t'es le meilleur joueur du monde, c'est pas parce que t'es le plus grand chanteur du monde, c'est pas parce que t'es le meilleur acteur du monde que tu dois te permettre de tout faire et d'avoir un avis sur tout. Il y a un moment, il faut faire attention à ce que tu dis parce que ça a de l'importance. Ça a de l'importance sur des sujets aussi délicats en ce moment qu'est la politique. Juste, Jacques, aujourd'hui, au point de vue foot, pour les auditeurs qui nous écoutent, Kylian Mbappé, pour toi, aujourd'hui, c'est le plus grand joueur du monde ou pas ? Non.
Non, oui, en ce moment, non. Non, mais il l'a été. Attention. Il l'a été. Il a été l'un des meilleurs joueurs du monde quand il était champion du monde, quand il a fait la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, etc., etc. Là, il était au top du top à l'époque où il jouait au Paris Saint-Germain. Et puis maintenant, il est moins bon parce qu'il court moins. Il faut pas se la faire à l'envers. L'une des qualités d'Mbappé, c'est parce qu'il allait très très vite. D'accord. Et qu'il était fort techniquement. Il arrivait à faire les deux. Oui. Et donc, il a été le meilleur joueur du monde. Mais là, actuellement, c'est un contexte... Le contexte d'Mbappé, là, je vais prendre sa défense. Il n'est pas bon actuellement. N'oublions pas, il était au Paris Saint-Germain. Il avait tout. Bien sûr. Les chauffeurs, il y avait tout à sa disposition. Il a été le meilleur joueur du monde. Il part au Real. C'est son rêve de gosse. Peut-être qu'il est déçu par l'ambiance du Real. Peut-être que c'est pas du tout ce qu'il attendait. Peut-être qu'il est moins bien entouré, etc. Et puis avec l'équipe de France de football, il faut pas raconter de bêtises. Il a été extrêmement populaire. Est-ce que vous croyez pas, une seule seconde, il nous reste 30 Griezmann est parti? Bien sûr. Bien sûr. Griezmann, il doit être capitaine de l'équipe de France de football. Voilà, normalement. On est d'accord. Et l'enchantement de Griezmann pendant les JO, alors que Mbappé fait pas un tweet pour la délégation française. Exactement. Merci Jacques Mandroux. Merci mes amis, je reviens quand vous voulez. Jacques, je vais avoir les infos là. Je vous le dis. On s'appelle. Je vais les avoir. On va s'appeler très vite. Je vais avoir les infos. J'ai adoré le coup de gueule de Pascal. Pascal Pro contre Patrick Cohen et le service public. On va écouter ça dans un instant. Vous allez réagir. Ce sont des usurpateurs. Ils sont mangés par leur idéologie. Et puis on va parler aussi de France Inter. Tiens, il y a sur France Inter une historienne woke qui explique que le wokisme est un fantasme de l'extrême droite. On va en parler dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. Bravo déjà Didier Deschamps qui a quand même un courage exceptionnel. Il faut pouvoir dire non, Kylian Mbappé, on va pas le sélectionner, on va pas l'appeler. Mais c'est, à mon avis, c'est par rapport à ce qu'il est en train de construire Kylian Mbappé pour l'équipe de France. Ça se passe très bien et ça s'est très bien passé la dernière fois. Et vous savez, il y a un truc qui dit les absents ont toujours tort. Et il s'est peut-être rendu compte que le groupe avait une meilleure cohésion quand il n'était pas là. Donc forcément, et à mon avis, c'est un petit coup de pression pour lui dire chut, il va redescendre un petit peu de 2-3 étages. Et quand il va revenir en équipe de France, je pense que ça va filer doux, comme on dit. Allez, c'est reparti pour On marche sur la tête sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Quel bonheur, quel bonheur. Alors vraiment, déjà, je voudrais dire aux auditeurs, merci d'être avec nous tous les après-midi, 16h, 18h. Et j'ai un bonheur incroyable aujourd'hui parce que il y a Christine Kelly qui m'a rejoint et qui nous a rejoint dans le studio d'Europe 1. Quel bonheur, ma chérie, regardez-là. Regardez-moi cette beauté. Ça y est, je rougis. Non mais franchement, je l'adore. Christine Kelly, journaliste, présentatrice CNews, qui cartonne. Hier, elle a fait un carton d'audience. Sur CNews, c'est mérité, ma chérie. Alors moi, je voudrais dire un truc quand même. Hier, carton. Oui, pour les résultats de la présidentielle américaine, exactement. On a dépassé le million, notre record meilleure minute des chaînes info, record de saison avec Éric Zemmour notamment, exactement. Et les mousquetaires, les chroniqueurs habituels. Mais moi, je voudrais dire un petit truc quand même sur Europe 1, parce que, et je dis toujours les choses, sur Europe 1, je me rappelle quand ça cartonnait, ça a cartonné très vite, sur CNews. Et il y en a qui disaient, oui, mais c'est l'émission d'Éric Zemmour. Ah oui. Eh bien, écoutez, c'est l'émission d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, alors, voilà, qui marchait très bien. Voilà, bravo à lui. Mais Éric Zemmour est parti. En 2021. Christine Kelly, 2021. On est en 2024. Christine Kelly cartonne toujours. Et donc, voilà, donc c'est le succès, ma chérie. C'est beaucoup toi. Donc, bravo à toi. Et on est fiers de toi. Et tu as un courage immense. C'est gentil, merci beaucoup. C'est très encourageant. Et puis c'est vrai qu'on a une belle équipe et qu'on fonctionne tous ensemble. T'es heureuse, t'es heureuse ou pas? Parce que je suis heureuse. J'ai vu que t'étais chez mon pote Jean-Marc Morandini ce matin. Oui. Et t'as dit que pour toi c'était pas tous les jours évident. Non, mais c'est sûr que c'est pas toujours évident. Tu parlais de courage tout à l'heure, et je pense qu'aujourd'hui il faut être courageux en tout. Je vois que demain, je vais faire une conférence Salgavo. C'est pour ça tu es obligé d'avoir des policiers dans la salle, voilà, en civil, etc. Pourquoi? Et donc c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et quand tu parles de courage, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ou bien on a du courage, ou bien on n'en a pas, ou bien on avance, ou bien on recule, ou bien on est droit debout, ou bien c'est fini. Et voilà, je veux dire, à partir du moment où on baisse les bras, à partir du moment où on s'assied, à partir du moment où on ne fait pas face à l'adversité, c'est même plus la peine d'exister. Bien sûr. Alors, justement, ma Christine, tu viens de nous en parler. Demain, tu fais une conférence à la salle Gaveau, à Paris, à 20h30, pour une soirée spéciale de conférence-débat autour de la question « La France est-elle toujours une démocratie ?» Pourquoi tu t'es posé cette question, ma Christine? Très intéressant, parce que l'année dernière, la salle Gaveau m'avait offert 3 dates. Oui. Pourquoi tu saurais?
Je sais pourquoi, parce que et puis on sait pourquoi. Je vois pourquoi tu vas expliquer, et ça rejoint un petit peu. Non, je croyais que tu souriais par rapport à ma voix parce que tu te moques tout le temps de mon petit ton bibliothèque. Mais pas du tout. On est parti en Guadeloupe ensemble. Je me rappelle. Ça date. Ah, ça date. En tout cas, vraiment, à chaque fois que je vais en Guadeloupe, tout le monde a de très bons souvenirs de vous et de mon association, de votre gentillesse avec les enfants. Deux doigts de ce pécho. C'est pas fait. Il m'a jamais dragué en plus. Non, mais c'est ma sœur. Vous avez une grande famille. Je l'aime. Oui. Très grande famille. Calmez-vous, Benaïm, parce que s'il vous plaît, Benaïm, si j'étais vous avec D'Artigol, je me ferais tout. On apprend des choses. Petite Benaïm. Merci. Alors, Christine. En fait, l'année dernière, on avait fait plusieurs conférences sur la liberté d'aimer, la liberté d'expression, etc. Et j'ai demandé au public dans la salle de choisir le thème. Ils ont choisi Sommes-nous encore en démocratie? Et la raison, on va se poser effectivement, sommes-nous encore en démocratie? Parce que rien ne prouve qu'on est encore en démocratie aujourd'hui. Lorsqu'on prend chaque fait d'actualité, on se pose la question. Je vois par exemple Donald Trump. On dit que Donald Trump, c'est un danger pour la démocratie. Et pourtant, il a été élu démocratiquement. Est-il un danger pour la démocratie ou bien est-il le symbole même de la démocratie? Je vois les policiers qui se font attaquer tous les jours, chaque jour. Est-ce que c'est un symbole de la démocratie ou est-ce que c'est un échec de la démocratie? Lorsqu'on parle d'immigration, et régulièrement on en parle, avec notre grandeur d'âme française, notre générosité légendaire en France, est-ce que finalement, à force d'être généreux, on s'est fait manger par le biais de la démocratie, en étant à genoux aujourd'hui par rapport à ceux qu'on accueille? Jusqu'où va la démocratie? Jusqu'où commence l'autorité ou l'autoritarisme? À l'heure où tout le monde demande plus d'autorité, plus de fermeté, plus d'État, plus qu'on puisse sentir qu'il y a quand même une certaine rigueur en France. Jusqu'où va la rigueur? Jusqu'où va la démocratie? En tout cas, rien ne prouve aujourd'hui dans l'actualité que nous sommes en démocratie. La preuve, c'est que même l'Assemblée nationale, on n'a même pas de majorité. Exactement. Oui. Alors justement, pour vous, là, pour vous, est-ce qu'on est en démocratie? Tiens, on va le faire, parce que ça sera demain à Salgavo avec Christine. À 20h30. À 20h30. Sommes-nous en démocratie? Oui, D'Artigol. Je savais que vous alliez dire oui. Qu'il y a une crise démocratique parce que Valérie va dire XXL qui s'est aggravée au cours de la dernière période, mais que cette crise démocratique ne met pas en cause aujourd'hui frontalement l'existence de notre démocratie, qui est malade, qui va mal, qui une crise de défiance dans le pays terrible, mais l'absence de majorité à l'Assemblée nationale est aussi le choix, le résultat du vote. Donc, je pense toujours aussi... Je peux me permettre, le résultat du vote avec quand même un petit tour de vis entre les deux tours. Les électeurs avaient le choix au second tour de se saisir d'un bulletin. Non, le choix de ce qui reste. Oui, le choix de ce qui reste, mais ils avaient le choix. Bravo, et Christine. Je pense toujours, Christine, quand même, aux pays qui, eux, ne sont véritablement pas en régime démocratique. Alors, il y aurait eu 2 tours aux États-Unis, je ne suis pas sûr qu'ils auraient eu ce résultat-là, par exemple. Exactement. On va en parler dans un instant, bien entendu. Christine Brest avec nous. On vous pose cette question, tiens, sur Europe 1. Répondez-nous 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Sommes-nous en démocratie? Et j'attends la réponse de Gauthier Lebret, puisque Olivier D'Artigol, Valérie, vous êtes d'accord avec votre mec? 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Voilà, sur CNews, elle cartonne tous les jours. On l'adore, ma Christine, qui est vraiment une amie, je le dis. Et elle sait comme je suis toujours là pour elle. Et elle peut compter sur moi à tout moment, Christine, parce que je l'adore, vraiment. Regardez-moi cette beauté. Merci. Alors, sommes-nous en démocratie? Ce sera demain à la salle Gaveau à Paris, demain 20h30, parce que vous faites une conférence. Alors, Olivier D'Artigol a donné son avis. Je pose la question à nos auditeurs. 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Vous nous répondez. On va avoir la question, la réponse, bien entendu, de Valérie, qui est assez proche de celle d'Olivier D'Artigol. Je parle de la réponse. Peut-être pas. Je parle de la réponse, pas de vous, bien entendu. Non, mais c'est important de le signaler, parce que je rappelle, non, c'est sûr que c'est une boutade. Ils ne sont pas en couple. Pour l'instant, ils sont en crush. Pour l'instant. C'est pas ce qui n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas encore un couple, c'est juste un crush. Est-ce que le gentil n'est pas pire que le reste? Bien sûr. Et je tiens à remercier chaque seconde mon ami, vraiment mon fidèle ami Gauthier Lebret, qui me donne toutes les infos sur ce couple, sur ce crush. Quand j'ai vu cette pièce à conviction qui était le tweet d'Olivier, je n'ai pas insisté que je n'avais pas de vous l'envoyer. Merci. Valérie n'y croyait même pas. Telle déclaration d'amour. Valérie Benaïm, alors, sommes-nous toujours en démocratie, Valérie Benaïm? Je pense que notre démocratie va mal. Je pense qu'effectivement, elle est en péril, mais que les institutions tiennent.
et que voilà, il y a des coups de boutoir qui sont très importants, mais qu'on a des institutions qui tiennent et évidemment quand on compte arrêter une chaîne, on est toujours en démocratie. C'est l'exemple que je dis, il y a des coups de boutoir très forts, évidemment. Ah oui. Non, il y a des coups de boutoir, évidemment, et force est de constater que, par ailleurs, il y a eu un récent sondage qui disait que il y avait, je crois que c'était plus de 60% des Français qui étaient en défiance sur la démocratie. Donc voilà, il y a les faits sont là. Donc on est en alerte, il y a des warnings dans tous les sens et il faut faire attention. Mais je crois aux institutions. Fabien. Oui, alors moi je suis pas d'accord avec Valérie et son nouvel meilleur ami. Merci. Non, je suis pas d'accord avec eux parce que je pense qu'on est dans une démocratie autoritaire aujourd'hui. C'est-à-dire que même quand il y a une votation en France, on s'arrange à vous faire changer le résultat des urnes s'il ne convient pas à une autorité. Ah, c'est ce qu'on a vu. Et deuxième chose, c'est parce que on le voit, moi les élections législatives, comme les sénatoriales, je les ferai à un seul tour. Parce que si on veut la photo de la France et de l'opinion publique réelle, c'est le premier tour qui compte. Parce qu'on l'a vu sur les dernières législatives, les arrangements, les petits arrangements entre partis, entre personnalités, voilà, on a vu ce que ça a donné, aucune majorité. Alors que là, il faut revenir à la première votation qui avait lieu, je crois, en 1910 ou 1920, c'est-à-dire qu'on revient exactement avec un premier tour. Les femmes ne votaient pas. Pour les présidentielles, c'est pas pareil. Il faut 2 tours parce qu'il faut éliminer en premier tour des candidats. Mais tout ce qui est législatif, si on veut la photo du pays, vraiment, ce qu'est la France, il faut garder uniquement le premier tour. Et là, à partir de là, on est une vraie démocratie. Gauthier Lebray. Alors, si la question est, sommes-nous en démocratie? S'il fallait répondre par oui ou par non, je répondrais oui. Après, il y a des exemples qui montrent effectivement que la démocratie est malade. Vous avez cité, fermer une chaîne de télé qui est la première chaîne de la TNT qui réunit 2,5 millions de personnes tous les soirs, de manière complètement arbitraire, décidée par un collège dans son coin, sans qu'on comprenne vraiment les raisons, si ce n'est un échange tendu avec un député une fois, mais enfin c'est 9 personnes qui décident comme ça de fermer une chaîne de manière arbitraire. Oui. Ensuite, sur l'élection, on peut changer le mode de scrutin si tu veux, Fabien. Et c'est vrai qu'il y a 20 millions d'électeurs qui ne se sentent pas représentés par le gouvernement de Michel Barnier. 11 millions au Rassemblement National, 9 à la France Insoumise. Et on disait le hold-up des LR. Ils sont 47 à l'Assemblée, ils ont Matignon, l'Intérieur et d'autres ministères. Mais après, il y a aussi, je suis désolé, une responsabilité des électeurs. Dans la circonscription, je prends toujours le même exemple parce que pour moi, il est parlant. Dans la circonscription de Raphaël Arnaud. C'est un second tour. Il n'y a pas eu de désistement. C'est un second tour. Il n'y en a que 2 qui sont qualifiés au second tour. Il y a Raphaël Arnaud, triple fiché S. Pour ne pas être au courant du parcours de Raphaël Arnaud, il fallait vivre dans un igloo ou dans une grotte pendant les législatives. Il est face à une députée RN sortante qui ne fait pas du tout partie des profils polémiques qui ont empoisonné la vie de Marine Le Pen et de Jordan Bardella au second tour. Les électeurs ont choisi Raphaël Arnaud. C'est le choix des électeurs. Il y a 2 ans, le RN remportait une majorité de ses seconds tours face à la France Insoumise. Il y a quelques mois, c'est la France Insoumise qui remportait une majorité de ses seconds tours face au RN. Alors oui, il y a une stratégie de désistement qu'aujourd'hui Gabriel Attal a tout le mal du monde à assumer parce qu'il s'est quand même désisté face à la France Insoumise et parfois des profils comme Alma Dufour qui disait au moment des émeutes « la fin justifie les moyens ». Elle a eu un candidat Horizon qui s'est désisté face à elle. Mais il y a le choix des électeurs aussi. Parfois, ils ne se sont pas désistés justement pour faire élire un alors candidat. Ça, c'est permettre de faire ça, c'est Loïc Signor. Loïc Signor, exactement. Mais déjà, Raphaël Arnaud, t'es triple fiché. Comment ça se fait que tu sois sur une liste? Déjà, moi, ça me pose un problème. C'est ça. Et il y a beaucoup d'électeurs aussi ont voulu voter. Ils se sont dit, moi, je suis très mobilisé pour voter au 2e tour, mais il y a eu un désistement. Il n'a pas eu le choix. Tu peux voter RN. Si tu veux pas Raphaël Arnaud, pourquoi est-ce que tu votes pas pour le Rassemblement National? Pour ce cas-là, par exemple, c'est un cas précis, mais il y a d'autres circonscriptions, il y a des endroits à Paris ou ailleurs où les gens voulaient voter, par exemple, RN, il n'y en avait plus, parce qu'il y a eu un accord. Le RN, c'est 8% à Paris. Donc c'est pas toujours. Donc ils n'étaient pas au second tour. Oui, mais certains voulaient voter à RN, même si c'est 8%, c'est quand même des gens qui ont voulu voter. Bien sûr. Donc je trouve que, la démocratie, elle est malade. Lorsque je vois qu'un député qui s'appelle Andy Kerbrat, et on a bien parlé de lui, mais rappelons quand même qu'il a été pris en flagrant délit d'achat de drogue à un mineur, double crime, et que personne n'appelle à sa démission, et payé par nos impôts 7 000 € par mois, je me pose la question, est-ce qu'on est en démocratie? C'est ça la représentation nationale, je me pose la question. Et je rebondis sur ce que disait Valérie Benaïm, et je comprends bien
oui, les institutions tiennent encore, mais parfois je me pose la question, je prends la présidentielle, Alors, la dernière Valérie Benaïm présidentielle. est toujours très optimiste. Oui, j'aime ça avec elle. Mais c'est vrai, mais elle a raison, Oui, mais Gauthier Lebray, là, qui se retrouve entre Week et Woke, là, tous les jours, heureusement que tout le monde n'est pas... entre un épi de maïs et du boulgour, je peux vous dire que c'est pas facile mais tous les jours. Je pense à cette présidentielle, quand, comment dirais-je, Éric Zemmour n'était pas sûr d'avoir ses parrainages. Qu'est-ce qu'il avait dit, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius? Il avait dit justement qu'il était prêt presque à faire barrage. Ouais. Lorsqu'il y a eu le vote sur l'immigration, le vote de la loi sur l'immigration, on a compté sur qui, pour rebondir sur ce que tu disais sur les institutions, on a compté sur qui pour tout retoquer, pour tout verrouiller? Sur le président du Conseil constitutionnel. Donc c'est pour ça que je me dis que même les institutions sont malades. Lorsque je vois le vice-procureur du parquet je sais pas quoi, du tribunal de Nice ce matin qui dit ah oui, on était obligé de relâcher ceux qui ont attaqué les policiers dans un go fast parce qu'ils avaient 2 enfants mineurs, etc. Vice-président du tribunal. Je veux dire, la démocratie est malade. Alors, c'est vrai que les institutions tiennent encore un petit peu, mais elles ont vraiment les pieds en argile, quoi. Et quel que soit l'endroit où on prend la démocratie, on se dit qu'il y a un problème. Lorsqu'on va à Jordan Bardella, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses affiches pour son livre, mais on est en France. Liberté d'expression, il a le droit de pouvoir faire sa publicité, on a le droit de pouvoir choisir entre Jordan Bardella ou pas Jordan Bardella. Que lorsqu'on voit, faut pas prendre les Français pour des demeurés, lorsqu'on voit sa pub, on n'est pas obligé. Je sens qu'il va se passer quelque chose sur cette histoire. Ah oui. C'est-à-dire ? Je le sens. Je sais pas pourquoi. Recours ? Vous allez voir. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Je le sens. Non, s'il vous plaît, merci. Vous allez voir. Je sens quelque chose. Pas la peine de me poser des questions. Je vous dis, je sens qu'il va se passer quelque chose. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Je sens qu'il va se passer quelque chose dans les prochaines 24 heures. Je sais pas. J'ai le pif pour ça. Je sens que demain, l'émission, il va se passer un truc. Non, mais on peut pas prendre. Et ça, pareil pour CNews et pareil pour C8. On peut pas prendre les Français pour des débiles en leur disant, on va leur enlever la fiche Bardella, on va leur enlever C8, on va leur supprimer. On infantilise beaucoup les Français. Et alors que la France, la démocratie, c'est justement la liberté d'expression, l'échange, l'argumentation, la discussion. Moi, ce qui m'effraie aussi, c'est de voir que des gens comme Erdogan, des gens comme Poutine, ce sont des gens qui réunissent tous les pays qui ont dit qu'ils ne sont pas démocratiques pour critiquer nos démocraties et pour dire regardez comment ils sont, regardez la décadence, regardez le wokisme, regardez ce qu'ils deviennent aujourd'hui, regardez leur société qui est complètement explosée aujourd'hui. Prenons le pouvoir. Voilà ce qu'ils se disent en réunissant les pays africains, etc. Et en réunissant les pays du Sud. Ça m'interpelle sur la démocratie. Alors on a Anne en ligne, tiens. Anne qui est avec nous. Merci Anne. Oui, bonjour Anne, merci d'être avec nous. Vous nous appelez de Besançon. Oui. Je viens très souvent à Besançon, vous le savez, tous les ans. Ah bon? Ouais, je fais pour les championnats de France de paddle, je vais souvent à Besançon tous les ans avec mon ami Thomas. Donc je serai là cette année, Anne, aux alentours du mois de juin. Voilà. Okay. D'accord. Merci Anne, merci d'avoir été avec nous. Salut Anne. Bon. Anne. Oui Anne, alors vous voulez réagir à Christine Kelly et après on va vous garder pour le coup de gueule de Pascal Praud. Mais pour l'instant, on va parler de Christine Kelly sur la démocratie. Bon. Je partage tout à fait ce qu'elle dit par rapport à la liberté d'expression, mais comme je l'ai dit, je tiens à féliciter Shannon et Stella justement parce que j'adore vos assistantes au standard. En réalité, la liberté d'expression pour une certaine catégorie de personnes, je pense que vous voyez très bien de qui je veux parler, la liberté d'expression se borne lorsqu'on exprime les mêmes idées qu'eux. Voilà. Ouais, et je suis très bien placée dans ma ville de Besançon pour vivre ça au quotidien. Et voilà, donc oui, voilà, excusez-moi, j'ai un double appel, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc ça résume ce qu'elle parle par rapport à Jordan Bardella. Donc si les personnes qui expriment des idées différentes de cette catégorie, donc voilà, peut-être qu'on parlera d'autres médias, et bien en fait, ils vont réagir avec une violence extrême, y compris une violence physique. Voilà. Et comme je l'ai dit à Shannon, moi je viens d'un milieu totalement à gauche. J'ai des idées, je suis baignée dans une culture, on va dire, de gauche. On vous entend très mal, Anne. Anne, on vous entend très mal. On va essayer de vous recaler parce que là, on vous entend assez mal. On va prendre Émilie. Entre-temps, Émilie d'Île-de-France. Bonjour Émilie, Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est toujours avec plaisir et merci nous en aussi. effet à vos assistants. Ils sont très sympas, oui, et surtout très bien payés. Merci. Non, je parle de Quentin, Shannon et oui, je parle de deux également aussi. Oui, ils sont très sympas. Oui.
Alors, quand j'ai entendu votre sujet, je me suis dit je vais intervenir. Avec parce plaisir. que moi aussi, j'ai ce sentiment là depuis quelque temps que la démocratie est en danger. Déjà par le fait économique. Donc, il y a des montées de partis qui gagnent du galon. Et je pense aussi que c'est un bien précieux et qu'on n'en fait pas n'importe quoi. Et à force de pas parler de ce que font les élus de terrain, à force de mettre en avant des hommes politiques qui ne sont pas toujours fantastiques, on manque de personnalités comme il y avait, c'est pas être passéiste, comme il y avait quelques années, et qui avaient une double formation, qui n'étaient pas formatées par Sciences Po et autres. Et en effet, avec ce qui se passe, comme disait Christine Kelly, Erdogan et tout ça, il faut faire attention. Et je suis un peu atterrée par... quand on parle avec certains jeunes, alors ça dépend des jeunes que l'on côtoie, mais il y a une jeunesse qui est complètement endoctrinée, qui n'a plus la pensée d'analyse, à qui on a enlevé la culture générale, et qui ne pense qui disent je crois qu'il y a eu une étude qui disait que les 18-25 ans, je crois que c'est autour de 20%, qui disait que la démocratie n'était pas le meilleur des régimes. Moi, quand j'entends ça, j'ai envie de pleurer. Il y a un problème, exactement. Merci Émilie d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je vous fais un gros bisou Émilie. Merci d'avoir été avec nous. Merci, vous nous appelez quand vous voulez sur Europe 1. Avec plaisir. Christine Kelly, demain soir à la salle Gaveau à 20h30 pour une soirée spéciale de conférence débat autour de la question la France est-elle toujours une démocratie. Merci Christine Kelly d'avoir été avec nous. Et il y a Valérie Benaïm aussi qui fera une conférence, je crois, le 9 décembre, on en reparlera. On sera là. Les femmes amoureuses de tueurs en série, à croire que Olivier d'Artigol est un tueur en série, je ne le savais pas. Merci. Merci beaucoup. Vous nous appelez, coup de gueule de Pascal Praud contre Patrick Cohen et le service public, vous réagissez 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21, on vous attend au standard d'Europe 1, à tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Ah là là, on va se régaler là pendant cette dernière heure là sur Europe 1. Avant demain, là, on va se régaler. Et demain, il y aura une petite exclue demain dans l'émission. Je vous le dis. Soyez là dès 16h. Oui, je peux pas vous en dire plus. Dès 16h sur Europe 1. Sur France Inter ce matin, quel bonheur. Une historienne woke explique que le wokisme est un fantasme de l'extrême droite et qu'elle va quitter les États-Unis à cause de l'élection de Donald Trump. Écoutez, c'est Laure Murat, qui a fait part de ses inquiétudes quant à l'avenir des États-Unis. Dites-nous ce que vous en pensez sur le wokisme. Alors là, je veux des auditeurs là-dessus. Là, absolument. Et après, on va se régaler parce qu'après, on va enchaîner avec le coup de gueule de Pascal Praud sur Patrick Cohen et le service public. Non, là, je vous le dis, là, je vais boire du petit lait. Qu'on m'amène du lait crémé. Vraiment, 01 80 20 39 21. S'il vous plaît, je veux du lait crémé, même demi-crémé, je m'en fous. Mais du lait. On va boire du petit lait. Alors, on va écouter, cette historienne. Écoutez. C'est parce que le féminisme, les mouvements MeToo, la pensée décoloniale, les droits des personnes transgenres, tout ça serait insupportable pour l'Américain moyen. Comment vous vivez cette accusation ? Mal, parce que pour deux raisons, au moins parce que le wokisme, c'est un fantasme de l'extrême droite et que l'Américain moyen, ça n'existe pas. L'Américain moyen, ça peut être une employée noire de McDonald's qui aurait toutes les raisons d'être concernée par le féminisme et l'antiracisme. Ça n'a aucun sens de dire qu'on serait déconnecté d'un réel qui serait uniquement l'Amérique rurale, blanche, hétérosexuelle. Ça n'a pas de sens. Voilà, donc le wokisme est un fantasme de l'extrême droite. L'Américain moyen n'existe pas. C'est ce qu'elle a dit. Et tranquille ou bidou. Alors, Gauthier Lebray, faites-moi rêver. C'est tellement un fantasme d'extrême droite que c'est la raison pour laquelle Kamala Harris vient de perdre son élection. Exactement. Et vu qu'elle prend un exemple d'une femme noire qui travaillerait chez McDonald's, il faut lui rappeler que le vote des minorités a augmenté drastiquement dans toutes les catégories pour Donald Trump. C'est quasiment un électeur latino sur 2. Il est devant Kamala Harris dans la ville avec la plus grande communauté arabe des États-Unis. On l'a déjà évoqué hier. Pardon ? Oui, Dearborn. Ça dit Born d'ici. C'est juste à côté. Et elle a même perdu chez les femmes.
Oui, bien sûr. Oui, elle a perdu. Alors, elle est toujours majoritaire. Elle est majoritaire, mais elle a perdu des par voix. rapport à Biden. Elle a perdu des voix. Et puis, Donald Trump, pour la première fois depuis 2004, pour un candidat républicain, a remporté aussi le vote, les suffrages en termes de voix, puisqu'il a 5 millions de voix de plus que Kamala Harris. Donc, elle peut mettre des œillères et ne pas voir ce qui s'est passé. Pourquoi Trump remporte? Déjà, il y a une archive qui a refait surface de Kamala Harris où elle a dit, bien sûr, que je suis woke et il faut tous qu'on soit woke. Trump a fait campagne, notamment, évidemment, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, et il a proposé des mesures concrètes pour lutter contre l'inflation. Donc quand elle prend l'exemple de cette femme noire qui travaille chez McDonald's, elle vote Trump, ou elle a plus voté Trump, parce que Trump a trouvé des mesures pour favoriser son pouvoir d'achat. Et je vais citer Bernie Sanders, qui a été candidat à plusieurs primaires démocrates, l'aile gauche du Parti démocrate, qui a dit Kamala Harris a fait une campagne désastreuse, elle a abandonné les classes ouvrières. Donc c'est cette gauche qui préfère parler... Oui. Le wokisme est un fantasme de l'extrême droite, donc vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça. Mais non, parce que qu'est-ce qu'elle a fait, Kamala Harris? Au lieu de s'exprimer aux Américains tout entiers en leur proposant des mesures pour améliorer leur quotidien, elle s'est exprimée par catégorie, si vous voulez. Le wokisme, c'est tout racialiser, tout ramener à ce que vous êtes et pas à ce que vous vivez. Donc c'est là la différence de stratégie entre Trump et Kamala Harris. Et c'est là l'erreur stratégique de Kamala Harris, c'est de ne pas s'adresser aux ouvriers. Et Tim Walz, qu'elle prend pour être son vice-président, qui est censé capter le vote ouvrier, on se rend compte qu'en fait il a fait un deuxième mandat de gouverneur du Minnesota hyper woke. Donc ce qui intéresse le vote populaire, c'est pas cette espèce d'obsession du wokisme sur de tout racialiser en permanence et de tout ramener à la couleur de peau ou autre. C'est d'avoir des mesures concrètes pour mieux vivre, en fait. C'est aussi simple que ça. Et donc là, c'est la gauche qui est plus capable de faire ça ici d'ailleurs aussi et aux États-Unis. C'est l'intervention la plus longue qu'on ait eue depuis l'histoire. Vous m'avez relancé. L'histoire de l'émission. Alors on va avoir des auditeurs dans un instant. 01 80 20 39 21. On laissera. J'aimerais avoir Olivier d'Artigol. J'aimerais avoir Olivier d'Artigol dans un instant. Maintenant, d'ailleurs, sur cette histoire. J'ai passé donc la soirée et la nuit à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Non, mais il n'y a qu'une seule catégorie où Donald Trump, par rapport à sa première élection, ne progresse pas. Ce sont des femmes blanches surdiplômées dans les métropoles. Dans toutes les autres catégories de la population, il progresse. Et voilà. Donc, si jamais cet universitaire-là ne change pas sa grille de lecture, oui, le wokisme existe. Gauthier a bien rappelé le ticket fait par Kamala Harris. Et il a été en partie, il n'y a pas que ça, l'un des éléments de la défaite de Kamala Harris. C'est évident. On est d'accord. Il faut le dire comme ça. Il faut le dire à Thomas Guénolé ce soir. Bien sûr, il faut le dire à Thomas Guénolé ce soir. Parce que on a essayé hier déjà. Ça, je vais le passer. Ça, je vais me régaler. Thomas Guénolé. Oh là là. Quel désastre. Allez, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Vous réagissez à ça. Et puis, on va parler du coup de gueule de Pascal Praud là, contre Patrick Cohen et le service public. Ah ouais, j'adore. Il était colère, mais j'adore. Parce que ce qu'il dit, je suis tellement d'accord avec Pascal. J'adore ça. À tout de suite sur Europe 1. Ce matin sur France Inter, alors là on n'est pas du tout sur France Inter, on est bien sûr sur Europe 1, bien sûr, on marche sur la tête 16h-18h tous les jours, il y a une historienne woke qui explique que le wokisme est un fantasme de l'extrême droite. Qu'est-ce que vous en pensez, tiens, Valérie Benaïm? Non, on sait très bien que les sujets woke ont été les sujets notamment de la campagne de Kamala Harris, et ce sont des sujets qui n'ont pas fédéré autour d'elle, sinon elle serait passée. Bien sûr. Donc voilà, et Trump, il a marché sur deux jambes. C'était les deux. Par contre, Fabien Lecoeuf sur trois. Depuis des années, ça se passe très bien pour lui. Je vous le dis, Valérie Benaïm. Il s'est contenté, entre guillemets, de marteler deux thèmes. On l'appelle le tréteau dans le métier. Deux thèmes. Immigration, inflation. C'était les deux thèmes sur lesquels il n'a fait que tracer un sillon et il n'a parlé de rien d'autre que ça. Voilà, c'était des sujets concernants pour les gens et les sujets, j'allais dire, à la marge, n'ont pas pris. Alors, non, mais c'est vrai, je suis assez d'accord, Valérie Benaïm. Il y a des auditeurs en ligne, 01 80 20 39 21. Gauthier Lebray, laissez un peu la place, s'il vous plaît, aux auditeurs. Je voulais juste rajouter. Non, ça suffit. Ça suffit. Il y a Raphaël qui est avec nous, il y a Cédric, voilà, il y a Anne. D'abord, on va prendre Raphaël qui est avec nous, il habite Levallois-Perret. Ouais, bonjour. D'accord. Bonjour Cyril. Bonjour Raphaël, merci d'être avec nous sur Europe 1. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça se passe bien Levallois?
Eh ben, ça se passe super. On est très heureux à Levallois. Ouais, c'est pas mal. On est content parce qu'on a le droit de conduire encore la voiture à Levallois. Donc, Ah bah très bien. Et je viens manger là-bas souvent. Mais j'ai des restaurants que j'aime bien à Levallois. Ouais, j'aime bien. Ah bah, avec plaisir. On a des super restos. Je sais. Super resto à Levallois. J'adore. Enfin, vous faites quoi à Levallois? Ah, qu'est-ce que je fais à Levallois? Bah moi, déjà, j'habite à Levallois. Après le reste du temps, je suis product manager dans la high-tech. Wow. Aujourd'hui, je fais de l'intelligence artificielle. Ouais, voilà. Bah, nous, on fait juste de l'artificiel, on fait pas du tout d'intelligence. Merci. Merci Raphaël. Raphaël, vous êtes franco-américain. Alors justement sur le wokisme, parce que vous avez vu cette historienne qui dit le wokisme est un fantasme de l'extrême droite. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, j'en pense que des gens aiment bien raconter n'importe quoi, et en particulier des choses qui les dérangent. C'est surtout ça la question. Parce que moi, le wokisme, j'ai habité 12 ans là-bas, entre 2008 et 2020. Et, vous habitiez où, Raphaël? J'étais dans la Californie, dans le cœur du wokisme, dans la Silicon Valley. Donc, Silicon Valley, je connais. Il y a Paul Sky, une de mes chroniqueuses, qui a travaillé là-bas. Oh non, mais non. Merci. Et donc Raphaël, oui. Mais oui, dans la tech. Exactement. Bah oui, dans la tech. Bah oui. Non, dans le silicone. Ouais, dans le silicone, Paul Sky. Oui. Et donc Raphaël, là-bas, le woke, la culture woke là-bas, on l'aperçoit comme ici, comme en France. Hein. Écoutez, je sais pas si on l'aperçoit comme en France, mais je peux vous assurer que c'est bien. En fait, c'est presque bien pire là-bas. Après, ça dépend d'où. Hein. Ça dépend d'où. Moi, j'ai des amis qui travaillent encore chez Google. Et c'est le temple du wokisme. Mais c'est le temple du wokisme parce que oui, c'est du grand n'importe quoi ce qu'ils font là-bas. Hein, mais on va pas rentrer dans les détails. Mais il y a quand même un retour de bâton parce qu'ils s'aperçoivent que les gars font n'importe quoi. Ils vont prendre en otage des boss du cloud parce qu'ils veulent plus que Google travaille avec Israël. Et les gars, au final, ils se font virer. Ils se font virer parce que ils ont beau être inclusifs, etc. Ça marche plus du tout cette histoire. Il y a récemment un super film que je te conseille qui s'appelle Am I Racist qui est sorti, qui a été fait par Matt Walsh, un mec qui bosse avec Ben Shapiro et avec Ben Shapiro. Ben Shapiro, qui a un talk show conservateur aux États-Unis, vous connaissez? Ouais, je connais Ben Shapiro. Voilà. Et donc il a fait un film qui est exceptionnel, qui s'appelle Am I Racist, où en gros il démonte complètement le business du wokisme et il se promène aux États-Unis, quoi. C'est quoi le film? Am I racist? Suis-je raciste? I am racist, exactement. Voilà, c'est une question. Il va voir Robin DiAngelo, qui est un écrivain qui a écrit énormément sur ce sujet, qui se fait payer. Il se fait payer, je sais pas combien, $15,000 pour un entretien, et qui vous explique n'importe quoi. Et ensuite, il fait jouer avec lui son assistant qui est black, et il lui dit oui. Il dit oui. Alors je m'excuse devant Robin DiAngelo et devant le gars. Il lui fait je m'excuse pour tout ce qu'on vous a fait, etc. D'ailleurs, tiens, vous n'allez pas nous raconter tout le film, là, Raphaël? Non, je n'ai pas raconté tout le film. Je suis d'accord. C'est la dernière séance, ça, c'est Eddie Mitchell. Mais tout ça pour dire qu'il y a ça, et il y a des gens qui font des workshops, qui montent des business, qui vendent ça pour vous donner honte. C'est ça le pire, quoi. Vous regardez le film, vous allez voir ce que c'est. Ils prennent des gens, on va le regarder, et nos auditeurs d'Europe 1. Une bonne idée déjà. Ne racontez pas la fin. C'est vrai que Musk est parti de la Silicon Valley. Oui, merci. Merci. Elon est parti de la Silicon Valley, exactement. Merci Raphaël. Et Raphaël, il est fort. Franchement, Raphaël, bravo. Merci Raphaël. Quand tu repasses à Levallois, passe un coup de fil, on ira en prendre un truc. Merci Raphaël, vous êtes un amour. Salut Raphaël. Allez, à bientôt. Au revoir. On est très fort Raphaël, j'aime bien, j'aime beaucoup. Cédric est avec nous du Finistère. Oui, bonjour. Bonjour Cédric, merci d'être avec nous. Merci à vous. Cédric, quand vous entendez cette historienne woke qui explique que le wokisme est un fantasme de l'extrême droite, alors que pour moi, et je l'ai dit hier, la victoire de Donald Trump, et je l'ai dit, alors je vais vous dire, je vous dis la vérité, moi je m'en fous total de Donald Trump ou pas Donald. En fait, ce qui me faisait plaisir, je le dis, Cédric, parce que moi, c'est juste, en fait, pour embêter les woke. C'est vraiment sa victoire, c'est juste pour ça que je me suis réjoui pour ça. Vous savez quoi ? J'ai essayé de vous appeler hier justement par rapport au sujet d'hier, et j'ai exactement eu la même réaction. C'est-à-dire que je me suis réveillé, j'étais encore au lit, j'ai regardé rapidement le résultat, sachant que je m'étais pas trop emballé pour la
la campagne que j'avais trouvée ras des pâquerettes. Enfin, clairement, ça volait pas haut. Et je me suis rendu compte que finalement, j'étais content quand j'ai vu que c'était Trump. J'étais content par rapport au wokisme, justement. Alors Trump, moi, le personnage, il y a plein de choses. Moi aussi, Cédric, franchement, je m'en fous. Mais c'est ça que je voulais dire. C'est que moi, ce qui m'a fait marrer, c'est j'attendais la tête des woke et des donneurs de leçons. Des donneurs de leçons, ça m'a fait. Regardez, là, je le vois là aujourd'hui sur de la radio, voilà, sur France Inter. Ce matin, c'était voilà. Non mais voilà. Alors vous me parlez de cette woke. Alors, déjà, on demande à une woke de s'exprimer sur le wokisme, en sachant que déjà le wokisme pour ces gens-là a une connotation négative. Alors forcément, qui c'est qui fait ça? C'est Madame de Villers, forcément, sur France Inter, forcément, tout est normal. Donc voilà, maintenant, voilà, on demande ça, mais elle dit que c'est un fantasme. Alors ça, oui, c'est une rhétorique, enfin c'est une rhétorique de gauche, enfin d'extrême gauche, c'est-à-dire tout de suite c'est un fantasme, donc c'est faux. Mais également, c'est voulu par qui? L'extrême droite. Ça, toujours. Tout est planté. Tout évolue. C'est toujours le mécanisme, hein, on va pas se mentir. Voilà, c'est ça. Mais, et en fait, ils ont leur propre, justement. Alors, Raphaël, qui était avant, il avait l'air de connaître beaucoup de choses à ce niveau-là. Mais c'est vrai que moi, j'ai le wokisme, pour le coup, le mot, je l'avais déjà entendu plusieurs fois, mais c'est il y a, je sais pas, 5-6 ans que j'ai vraiment compris, enfin, que c'était, parce que j'ai un collègue qui m'avait dit, tiens, regarde sur YouTube, et là, j'encourage également les gens à le faire. Il y a un petit documentaire qui s'appelle Evergreen, je crois que c'est les dérives du progressisme, et qui parle de l'université d'Evergreen. Je crois que c'est dans. Et Cédric, vous nous conseillez ce documentaire. Moi, j'en profite. Il est 16h18 sur Europe 1. J'en profite justement parce que j'en ai jamais parlé, mais il y a vraiment un truc à voir absolument. C'est un film qui s'appelle Am I Racist? C'est vrai. Vous avez eu le temps de le regarder en 2 minutes? Oui, en 2 minutes. Cédric, je vais vous dire pour moi ce qu'est le wokisme. Vous voyez, quand on est sur la route, il y a souvent des dodanes, des ralentisseurs. Eh bien, eux, ce sont les dodanes de la société. Voilà, je vous jure que c'est vrai. C'est vraiment... Mais vous savez... Mais les dodanes, ça sert à quelque chose. Les dodanes, ça sert parfois à côté des écoles à éviter les accidents. Eux, ils ne servent à rien. En fait, ce sont surtout, vous savez à quoi ils me font penser, les wokistes? Ils me font penser au NFP. C'est-à-dire, c'est une association de gens qui, déjà, entre eux, ne se comprennent pas ou n'ont rien à voir ou même se détestent. Parce que quand on voit des gens qui soutiennent l'islamisme faire équipe avec des LGBT et des féministes, ça fait rire. Mais tous ces gens-là, ils ont un point commun. Et c'est là où cette historienne elle est mauvaise. Enfin, je veux dire, elle est malhonnête. C'est que ces gens-là, ils ont un point commun, c'est la détestation de la société occidentale, de l'homme blanc, des blancs et du patriarcat et de tout ça. Et Cédric, et le problème que j'ai, voilà, je vais vous dire pourquoi on va le redire. Hein, pourquoi je me suis réjoui moi quand j'ai vu Donald Trump. Ce que je vous l'ai dit, moi c'est comme vous, moi je m'en fous total. Voilà, c'est juste que je me suis réjoui de me dire tous ces donneurs de leçons qui nous disent ce qu'il faut écouter, ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut, quelle chaîne il faut garder, quelle chaîne il faut enlever, ce qu'il faut voter. Tout le monde de fascistes, mais c'est eux qui se conduisent comme ça, c'est toujours pareil. Exactement, c'est ça. On leur interdit pas de penser ce qu'ils veulent. Par contre, nous, on doit penser, en pire, on doit même deviner ce qu'ils sont. Enfin, mais pour moi, les fascistes, ce sont eux. Je vous le dis. Bien sûr. Mais vraiment. Bien sûr. Et juste une chose, en parlant de fantasme, je terminerai là-dessus. Allez-y, avec plaisir. Il y a Gauthier qui parle beaucoup. Et j'ai pas dit un mot depuis 5 minutes. Merci Cédric. Oui, depuis 5 minutes. Vous avez fait une longue tirade. C'est pour ça. Oui. Mais comment dire, ce que je disais, en fait, c'est que, voilà, je me suis coupé en plus moi-même. Bah oui. Mais voilà, je me suis coupé. Désolé. J'ai mangé mes mots. Je suis désolé, mais il n'y a pas de problème, Cédric. Vous nous rappelez quand vous voulez. Vous savez qu'on est là 16h à 18h. Et vous savez, les woke, on va avoir l'occasion d'en reparler. Franchement, voilà. J'espère un peu moins maintenant, parce que ce qui s'est passé hier, c'est quand même une lueur d'espoir, parce que finalement, mais c'est toujours bien quand même d'en parler, parce que ça fait du bien quand même de se défouler un peu. Surtout quand c'est dans ce sens-là, parce qu'en général. Et puis vous savez, moi j'ai le roi du wokisme dans mon émission télé, donc. Forcément, Olivier d'Artigol, forcément. Non, monsieur, je vous assure, c'est terrible, mais je ne suis absolument pas woke. C'est-à-dire, je les déteste même. Cédric, pour moi, une gauche qui a abandonné les ouvriers pour aller sur d'autres terrains. C'est une blague de Cédric. C'est une blague de Cédric. Non, mais bien sûr. Et vous savez, Olivier, alors vous avez tendance, beaucoup de choses m'agacent des fois dans ce que vous dites. Oui, moi aussi. Vous êtes extrêmement agréable et c'est bien aussi de vous avoir, que ce soit là ou sur CNews, puisque ça permet de nuancer un peu les propos qui sont dits, même si je suis souvent
pas d'accord avec vous, mais au moins, c'est vrai que ça permet de remettre des fois l'église au milieu du village. Vous voulez que je vous dise, pour moi, voilà, c'est mon nuanceur ici, hein, Cédric. Bien sûr. Voilà, merci. Merci Cédric. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous nous rappelez quand vous voulez. Bonne fin de journée, 16h, 18h, 01 80 20 39 21. On a des auditeurs qui nous appellent, bien entendu. On a Anne qui reprendra dans un instant pour bien sûr le coup de gueule de Pascal Praud, parce que ça je me suis régalé. Coup de gueule de Pascal Praud contre Patrick Cohen et le service public. Là, je sais pas, mais Pascal m'a régalé. Là, vraiment, je buvais encore du lait. D'ailleurs, je vais aller en racheter ce soir, parce que je bois tellement de lait en ce moment que j'en ai plus. Non, mais vraiment, oui, vous avez une minute, Gauthier Lebray. Ah, j'ai une minute, parce que il y a quelque chose que je trouve très malhonnête qu'on entend aussi sur les antennes de France Inter. Dans cet avou hier, j'ai entendu ça. On nous explique que Kamala Harris aurait perdu parce que c'est une femme et parce qu'elle est noire, et donc parce que les Américains seraient à la fois misogynes et racistes. Et Anne Sinclair a même dit, ça fait 2 fois que les femmes perdent. Ouais. Hillary Clinton et Kamala Harris, donc c'est que l'Amérique est misogyne. Je l'ai pas entendu dire ça quand Marine Le Pen a perdu plusieurs fois au second tour. Elle a pas jamais dit que les Français étaient misogynes. C'est intéressant comme argumentaire, comme quoi quand c'est Kamala Harris et Hillary Clinton, c'est parce que les Américains sont misogynes, mais quand c'est Marine Le Pen qui perd, c'est d'autres raisons. C'est ça qui est fou. C'est les raisons. C'est incroyable. Mais oui. Les raisons de la défaite de Kamala Harris n'ont strictement rien à voir avec son sexe et sa couleur de peau. C'est des raisons politiques qu'on vient d'expliquer parce qu'elle a abandonné les classes ouvrières. C'est intéressant. Attends. On était en train de nous expliquer, surtout il y a 3 semaines, qu'elle allait gagner justement parce qu'elle avait énormément d'atouts. Exactement. On nous expliquait ça il y a 3 semaines. Mais les mêmes vous ont dit hier, en fait, elle a perdu à cause de ça. C'est quand même des génies. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je retourne ma veste. Jacques Dutronc, on l'embrasse. 17h23. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être là, 17h33 sur Europe 1. On est bien entendu en direct jusqu'à environ 18h. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Et je voudrais juste qu'on écoute le coup de gueule de Pascal Praud. Le coup de gueule de mon ami Pascal, que j'adore. Voilà, Pascal, contre Patrick Cohen et le service public. Écoutez. Patrick Cohen et d'autres disent les choses telles qu'ils voudraient qu'elles soient. Non, je vous rejoins. C'est assez simple. Ces gens sont entre eux. Ils ne comprennent rien à rien, ou ils ne veulent rien comprendre. Ils sont mangés par leur idéologie. Ils se sont trompés depuis des journées parce qu'ils n'ont rien vu venir. Et puis, ils viennent ce matin dire, pourquoi ils se sont trompés, même pas. C'est une antenne entièrement idéologisée qui est faite par des militants de gauche et payée par vos impôts. Et personne ne dit rien. Très bien. Continuons. Ils se sont complètement trompés et surtout... Alors, Gauthier Lebray, vous étiez chez Pascal Praud. Absolument, comme Olivier d'Artigol d'ailleurs. Exactement. Alors, on va replacer le contexte. Donc, Pascal, ce qu'il veut dire, c'est que c'est vrai qu'il continue encore à donner des leçons à tout le monde. C'est ça, en fait. Oui, c'est ça que cherche à dire évidemment Pascal. C'est que ils se sont trompés. Il a raison. Ils se sont trompés surtout. Mais il continue à donner des leçons comme si de rien n'était. Il n'y en a pas un qui va dire oui, c'est vrai, on se plante, puis on s'est planté sur les européennes, on s'est planté sur les législatives en France qui sont plantées quand même. Alors moi aussi je me suis planté parce que je ne pensais pas que le Front républicain fonctionnerait et je ne pensais pas que les là ils se sont plantés sur Donald Trump, mais il continue à donner des leçons à tout le monde. C'est ça en fait ce que veut dire Pascal. Oui, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et surtout, il dit aux Français, c'est quand même des gens qui sont sur le service public, mais personne ne dit rien. Et moi je vais vous dire, j'ai un énorme problème. Je trouve que les Français, on ne les écoute pas. Je suis désolé, on n'écoute pas les Français. Pour moi, je suis désolé. On n'écoute pas les Français. On les a pas écoutés là, parce que ce soit aussi bien les gens du Nouveau Front Populaire que les électeurs du Rassemblement National, on les a pas écoutés. Donc, comme on l'a dit la dernière fois, il y a 20 millions de personnes qui se sont fait flouer. Je vais prendre aussi notre exemple sur C8. On est le premier talk show de France. On est la première chaîne France de la TNT de loin. On est même devant les France 5, qui est une chaîne hertzienne, pratiquement tous les jours. Mais alors, les Français, vous savez combien il y a de gens qui passent sur C8 tous les jours? 5 millions. Non, mais plus en tout sur la chaîne. 40 millions, en fait, voilà. Donc voilà, sur la chaîne, et nous, c'est entre 5 et 6 millions. Voilà. Mais on s'en fout, on n'écoute pas les Français. Et par contre, il y en a qui disent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils sont complètement à côté de la plaque. Il y a de moins en moins de Français qui pensent comme eux, mais eux peuvent tout dire et peuvent se planter et se replanter et se replanter, mais
tout va bien. 01 80 20 39 21. Vous nous dites ce que vous en pensez du coup de gueule de Pascal Praud. Gauthier Lebray, vous voulez rajouter quelque chose? Non, moi, ce qui me frappe, parce que là, c'était sur Patrick Cohen qui fait l'édito de France Inter, c'est que quand vous écoutez France Inter, on peut pas dire qu'il n'y a pas de couleur politique. On peut pas dire qu'il n'y a pas de ligne éditoriale. On peut pas dire que ça ne penche pas à gauche. Donc, il y a une grille de lecture. Et il n'y a pas un matin. Ça penche pas. Vous savez, France Inter ne penche pas à gauche. Oui. Il est allongé à gauche. Oui. Il n'y a pas un édito un matin où Patrick Cohen va venir vanter un candidat de droite, va venir vanter, je sais pas, l'action de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Ça ne peut pas exister. Ça n'existe pas. Donc évidemment qu'il y a une grille de lecture, évidemment qu'il y a une ligne éditoriale. Le problème qu'on a avec France Inter dans son manque de pluralisme, c'est que c'est une radio publique, donc payée avec l'argent des Français. Mais d'ailleurs, moi je suis même pas pour quoi que ce soit ou pour s'en prendre à France Inter, couper les subventions ou quoi. Hein. C'est la liberté. Je suis pas sûr que ait le même rapport à la liberté que nous. C'est tout. C'est ça. C'est ce que veut dire Pascal Praud. Moi, que Patrick Cohen fasse les éditos, bien sûr, souhaite, pas de problème. Exactement. Très bien. Les gens sont libres de mettre France Inter le matin ou de pas le mettre. Ils ont un public, tant mieux pour eux. Ils ont aussi pas de pub. Mais c'est aussi c'est un autre sujet. Mais voilà. Après, je suis pas sûr que eux aient le même amour pour la liberté que nous. C'est tout. Oui, Olivier d'Artigol. Non, moi j'écoute France Inter, le journal de 7h30. Ah merde. Oui, parce que condoléances. C'est de voir. Non. Oui, mais d'abord, il n'y a jamais de neutralité dans un média. Il y a toujours un biais, une opinion, et tant mieux. Oui. Chacun peut aller là où il souhaite. Ce que dit Gauthier. Là où il souhaite aller. Là où j'attends, moi, un effort de réflexion chez eux, c'est qu'ils puissent s'amender, c'est-à-dire dire bon, mais ça on l'a pas vu, ça on est passé à côté. Et qu'il n'y ait pas de mépris de classe concernant la base électorale du Trumpisme. C'est-à-dire, on peut reprocher beaucoup de choses, c'est mon cas à Donald Trump, dont la personnalité, moi, est totalement que je ne supporte pas, je l'exècre, mais j'attends que ces éditorialistes... Il peut pas vous blairer aussi. J'attends que ces éditorialistes de gauche puissent avoir une réflexion sur le vote Trump. J'espère qu'ils l'auront, peut-être. Je pense que Donald Trump, à mon avis, vous n'êtes pas sa tasse de thé non plus, ni sa tasse de café. Ni sa tasse tout court. Il prend du Coca Light. Très bien. Très bien, merci. On va se retrouver dans un instant. J'aurai des auditeurs là-dessus sur le coup de gueule de Pascal Praud. Puis j'aimerais avoir l'avis de Fabien Lecoeuvre et de Valérie Benaïm qui va peut-être se mouiller un petit peu là, je le sens. Je sais pas pourquoi je le sens. Peut-être je dois me tromper, mais je le sens. 01 80 20 39 21. Si vous voulez vous mouiller un peu plus, Valérie Benaïm, appelez-nous directement au standard. Vous dites que vous appelez Sabrina, et vous envoyez du pâté. Allez, à tout de suite sur Europe 1. 17h40, on est en direct sur Europe 1. Merci, appelez-nous 01 80 20 39 21. Et c'est vrai que le coup de gueule de Pascal Praud est incroyable. Patrick Cohen a dit et d'autres disent des choses telles qu'il vaudrait qu'elles soient. C'est assez simple, et ces gens sont entre eux. Ils ne comprennent rien à rien, ils ne veulent rien comprendre, ils sont mangés par leur idéologie, se sont trompés depuis des journées et puisqu'ils n'ont rien vu venir. Ils parlaient bien entendu de l'élection de Donald Trump et d'autres choses, parce que c'est un petit peu surtout, c'est un petit peu pour l'ensemble de leur carrière. Dites-nous ce que vous en pensez, Fabien Lecoeuvre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la génération Patrick Cohen qui ont grandi avec Bernard Kouchner, Anne Sinclair, Robert Badinter, Bernard-Henri Lévy, tout ça, je pense que c'est fini. Les Français, à 75%, le pensent comme moi. Sincèrement, c'est fini. Les derniers qui rendent culte tous ces gens dont je viens de donner le nom, je pense que ça y est, ça représente plus rien 50 ans plus tard. Ils ne veulent pas l'admettre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, et Gauthier Lebray l'a très bien souligné, c'est le service public. Service public qui veut dire l'argent des impôts, 38 millions de personnes en France qui payent des impôts, participent au salaire des gens de France Inter. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une autorité même qui regarde tout ce qui est service public et qui peut, à un moment donné, dire, voilà, il faut une pluralité de l'opinion, de ceci, de cela, sachant qu'il y a 68 millions de Français en France et que chacun a droit de penser différemment. Il faudrait toutes les opinions, mais là vraiment sous contrôle. Parce que si on parle d'M6, de TF1, de BFM, de CNews, peu importe, c'est des chaînes, des groupes privés. Ils ont le droit d'avoir un engagement, une opinion, pas le service public. On doit satisfaire le plus grand nombre de personnes. Et ça, c'est quand même une vraie différence et il faut l'entendre. Valérie Benaïm. Oui, alors moi Pardon. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Non, moi je pense, comme l'a dit Olivier, qu'on a absolument le droit d'écouter qui on veut. Comme par hasard, Olivier, comme par hasard. Comme par hasard. Je l'ai jamais entendu dire, je pense comme Gauthier Lebray, alors qu'elle devrait penser comme... Non. Moi, je dis souvent que je rejoins Gauthier. Non, elle ne le dit jamais. Merci. Cyril, laissez parler Valérie. Elle ne le dit jamais. Il prend sa petite voix. Valérie Benaïm. Et je dis effectivement... Moi, je peux vous dire quelque chose, Valérie Benaïm. Je vous en prie, allez-y.
Moi, je pense, sincèrement, je vous le dis, Olivier d'Artigol et Valérie Benaïm. J'ai pas fini mon propos. Moi, je vous dis tout quand même. Je sais que vous n'avez pas fini votre propos, mais voilà. Je vais vous dire la vérité. Moi, je pense que si vous étiez sur France Inter, vous nous critiqueriez. Que ce soit d'Artigol ou Valérie Benaïm. Je le pense vraiment, et je pense que vous seriez dans le camp de Patrick Cohen. Je trouve que on serait frappé d'insincérité alors ici. Exactement. On ne dirait pas là-bas ce qu'on dit ici. Je le dis, je le pense. Après, je peux me tromper. C'est pas gentil. Bah oui, mais je suis pas là pour ça. Merci. Donc je termine mon propos et je dis que quand on allume France Inter, on sait ce qu'on va bien écouter. Et on vient le chercher. Et de même que quand on va écouter une autre radio, etc. Moi, ce qui me gêne en revanche, c'est quand on passe de ce qui devrait être l'analyse à la condescendance. C'est-à-dire, ce n'est plus de l'analyse. Il y a une forme de paternalisme, de condescendance, et on n'est plus de moraline, exactement. Et on n'est plus dans l'analyse. Et moi, je pense que ces journalistes doivent se réveiller. Moi, qui mets très haut, vous savez, mon amour pour ce métier et pour le journalisme, je pense qu'il faut qu'ils se réveillent parce que ils ne voient pas que ce qui se passe aux États-Unis et que l'électorat trumpiste, c'est aussi un électorat français. Et ça, ils ne le voient pas arriver et ils vont encore aller dans le mur en se mettant des œillères. Parce que comme ils ne le souhaitent pas, ils ne veulent pas le décrypter, ils ne veulent pas l'analyser, Valérie, ils ne veulent pas en parler. Aujourd'hui, Philippe Labro, dans Le Figaro, a une expression géniale. Il dit « Trump a vu venir les gilets jaunes américains. » Et c'est une belle expression. Bravo, exactement. Vous avez vu, ils font l'émission tous les deux, d'Artigol et Benaïm. Ils se répondent bien. Non, mais c'est vrai, ils font pas une émission ensemble. Non, mais c'est vrai. L'amour au coin de la radio. Non, mais franchement, quand l'amour sur les ondes. On a Léa qui est avec nous en ligne. Merci Léa d'être avec nous. Bonjour Léa. Bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous Léa. Vous nous appelez d'Occitanie. Tout à fait. Vous êtes dans quelle ville? Près de la mer, vers le soleil. Près de la mer, c'est la ville près de la mer. Très bien, on adore. On ira, Léa. Merci d'être avec toi, en tout cas. Franchement, Léa, moi, je suis complètement d'accord. Alors, je suis un petit peu partisan parce que Pascal Praud est vraiment mon ami. Vraiment, je l'adore, ce mec. Et c'est vrai que ce qu'il dit, je suis complètement d'accord avec lui. C'est ce que je dis aussi tous les soirs, et c'est ce que je vais redire ce soir, parce que je vais faire un débat là-dessus, ce soir, avec D'Artigol et Gilles Verdez. Je vais me régaler là. D'Artigol, Gilles Verdez. Guénolé. Ah oui, c'est vrai. Faites attention. Oui, faites attention. Avec Guénolé et Gilles Verdez. Pas la même gauche. Je vais me régaler sur ça, je vais me régaler. Oui. Vous avez vu comment elle défend D'Artigol? C'est pas la même gauche. C'est pas possible. Non, j'ai vu qu'il était blessé. Ça devient insupportable, Léa. Cette idylle entre D'Artigol et Benaïm est en train de flinguer notre vie. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va vous faire la saison entière. Léa, vous devriez ouvrir une agence matrimoniale. Mais non, Léa, ne dites pas ça. Je suis sûre que vous seriez. Je vous confirme. Merci. Alors Léa, dites-nous, est-ce que vous êtes d'accord avec Pascal Praud? Alors, sans vouloir parler pour le reste du monde, je pense que la majorité des personnes dans ce pays sont d'accord avec Monsieur Praud, mais trop bien éduquées pour se permettre de se révolter. Là, on arrive à un point, je pense, de non-retour, sincèrement. Moi, j'ai 25 ans, personnellement. Là, c'est soit on quitte le pays, soit ils font quelque chose rapidement. Déjà, on trouve ça dégueulasse, que ce soit, comme vous dites, vous êtes privé, donc vous êtes censé pouvoir, entre guillemets, faire ce que vous souhaitez, entre guillemets, bien sûr. Alors, eux qui sont payés par nos impôts, moi, ce qui me dérange, c'est ce conformisme de la bien-pensance. Donc, on parle d'une démocratie, mais à partir du moment où on n'est pas dans ce corps-là de bien-pensance, du bien et du mal, malheureusement, on est soit traité d'extrême droite, soit autre chose, et du coup, ça coupe le débat. Donc, moi, je pense que vous avez vu le grand mot en ce moment? Le grand mot en ce moment, Léa, c'est fasciste. J'ai vu même une ancienne chroniqueuse à moi qui l'a dit. Oui, elle dit fasciste. Non mais franchement, mais vous savez quoi, c'est juste qu'elle écoute des trucs, mais c'est des mecs qui regardent jamais l'émission aussi chez nous, qui ne comprennent rien. Et vraiment, mais le fascisme. Ça confisque le débat. Ça veut dire que si on n'est pas woke, on est fasciste. Et donc, et entre woke et il y a tout un panel de possibilités, et c'est pas ou noir ou blanc. Enfin voilà, c'est terrible. Il y a la majorité des citoyens français, je pense sincèrement. Exactement. Parce que comme vous dites, moi je pense qu'aujourd'hui on est ni de droite ni de gauche. Moi sincèrement, on en a juste marre. Déjà du président qui parle à notre place alors qu'il représente plus du tout le peuple l'a désavoué. Donc il devrait sincèrement, si je puis me permettre, la fermer jusqu'à ce qu'il s'en aille, quoi. C'est déjà assez douloureux pour tout le monde dès qu'il ouvre sa bouche. Donc c'est très pénible. Il a bien conscience qu'il représente plus le peuple, mais il se permet de parler en notre nom. Ça devient très délicat, surtout quand on voit que les services publics sont dans une déchéance totale. Ce qui m'a fait rire, qu'il a osé dire que M. Trump allait s'occuper des Américains.
Et du coup, il fallait qu'il s'occupe de l'Europe. Bon, je pensais qu'en 7 ans, il aurait compris un peu avant, par rapport à sa fonction et surtout à son salaire. Mais bon, c'est assez écœurant de voir que des gens du service public soient payés à dénigrer le reste de la population qui en est la majorité. Merci Léa d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Surtout. Merci, je vous fais de gros bisous. Vous nous rappelez quand vous voulez. Hein. D'accord ? Avec plaisir. On est là. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Emmanuel est avec nous de la Somme. Bonjour Emmanuel. Bonjour Valérie, bonjour Olivier, bonjour Gauthier, bonjour Fabien. Bonjour. Merci Emmanuel, merci d'être là. Vous avez vu, il y a tout le monde. Hein. Mais je les aime tous. Alors, je suis pas toujours d'accord avec Olivier, mais il est très sympathique, de même que Gilles d'ailleurs. Bien sûr. Et Valérie apporte apporte le café. Cette douce, nuance. La nuance, il a dit. Merci beaucoup. Ah, j'adore. Merci infiniment. Et voilà, Fabien, je l'écoute religieusement. Il a une voix tellement agréable et il connaît tellement le milieu artistique, contrairement à ces wokistes qui essayent de nous le détricoter. Exactement. Voilà, ça fait du bien d'entendre des vrais. Et Gauthier, votre petit préféré comme moi, je pense, Emmanuel. Cessez d'influencer les auditeurs. Non, mais c'est sûr. Attendez, laissez parler notre auditeur, s'il vous plaît. J'allais finir par Gauthier. De toute façon, Cyril a parfaitement raison. Gauthier est mon chouchou, tout comme Cyril et tout comme Pascal Praud d'ailleurs. Merci. Donc, vous avez vu, on a les mêmes chouchous, Emmanuel. Voilà, on a les mêmes chouchous. On a les mêmes chouchous. Mais à quand une émission, franchement, vous savez quoi ? Je vous jure, je vais le demander à Europe 1. Je vais leur dire, un jour, il faudrait qu'on fasse une émission, Gauthier, Pascal et moi. Franchement, ce serait énorme. Mon rêve. Franchement, mon rêve médiatique. Mais je vous jure que je vais en parler à Europe. Je veux dire, pour une spéciale un jour. Gauthier, Pascal et moi, je pense qu'on peut se régaler. Ah oui. Mais vraiment. J'espère que vous m'inviterez, Cyril. Je vous jure, avec plaisir, Emmanuel. Je vous jure que c'est vrai. Peut-être, vous savez quoi ? Ce serait un honneur. Pour la 100e, peut-être, d'On marche sur la tête ou un truc comme ça. Ce serait drôle. Ah là, ça me ferait Et donc, tellement on vire plaisir. tous les autres. Non, les autres seront dans le public et c'est sympa aussi. Mais non, mais ils feront la 200e. Ils feront là tous les jours, ça va. Merci, Emmanuel. Emmanuel, bon, je pense que vous êtes un peu d'accord. Moi, je vais vous dire, Emmanuel, je n'en peux plus et ils nous ont réduit à deux choses, deux chemins, le wokisme ou le fascisme. C'est devenu insupportable. C'est insupportable. Voilà. Et alors, le problème, il me reste peu de temps d'antenne, bien sûr, mais j'aurais pu développer un autre moment. Ah bon, écoutez, non, mais en fait, oui, Pascal Praud a 1000 fois raison. De temps en temps, j'aimerais qu'il laisse un peu finir ses phrases à Gauthier, mais en dehors de ça, sur le fond, ils se rejoignent tous les deux, tout comme nous. Et comment dire ? Non, mais en fait, le problème du wokisme, c'est que c'est une forme de, en fait, si vous voulez, de terrorisme idéologique. Oui, je suis d'accord. Et c'est navrant. Ils essayent de nous imposer, de déconstruire et d'imposer leur idéologie. Sur le plan historique, il faudrait qu'on ait honte de notre histoire. Notre histoire, on n'est pas responsable des choix qui ont été faits par nos dirigeants passés, ni par Napoléon, ni plus tôt. Déconstruire notre culture, je suis désolé, on est de culture, de religion judéo-chrétienne. Donc voilà, la France est un État laïque. Est une république, du moins la République française est laïque. Par contre, on ne devrait pas avoir honte d'être juif ou chrétien de nos jours. Et il est vraiment lamentable que ce wokisme incite les juifs à se cacher pour certains. Et ceux qui osent l'assumer sont en danger, et même de mort. Et c'est vraiment pathétique et dramatique et triste. Mais je vais vous dire, mais Emmanuel, je vais vous dire un truc. Moi, même la décision de l'Arcom a été influencée par les woke, les wokistes, et le wokisme qui et en fait, pour plaire à une minorité de wokistes, ils se mettent à dos la plupart de la population, mais c'est pas grave, ils sont contents parce que c'est ceux qui ont la carte. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, l'ultraféminisme tue en fait le féminisme. C'est tellement contre-productif. Le fait d'estampiller ce mouvement LGBT, je peux vous dire que pour des gens qui ne sont même pas homophobes, le fait de mettre en exergue comme s'ils voulaient nous imposer la pensée LGBT. Il n'y a pas besoin, si on n'est pas homophobe, eh bien, on ne l'est pas. On vit avec, avec les homosexuels. J'en ai plein autour de moi et j'en suis ravi. Parce que on fait pas la différence en fait. Moi, je fais pas. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai même pas besoin de savoir. Vous savez, Emmanuel. Moi, chacun fait ce qu'il veut. Ce que je me dis. Oui, bien sûr. Cyril. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, ils veulent à faire trop, à vouloir nous orienter. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est tellement contre-productif qu'ils arrivent à braquer
les gens pour moi, contre c'est des une forme. communautés Exactement. contre qui ils n'ont aucun souci à la base. Pour moi, Emmanuel, c'est ça la plus grande forme de racisme. Je vous le dis. Pour moi, c'est ça. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord, Cyril. Merci Emmanuel d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous nous rappelez quand vous voulez et je vais essayer de monter ce dont je vous ai parlé, je vous jure. On va se marrer. Merci Emmanuel d'avoir été avec nous. Et d'autant que j'ai plein de choses à vous dire de par mes métiers différents. Avec plaisir Emmanuel. On vous aime beaucoup Emmanuel. Je vous fais de gros bisous Emmanuel. Au revoir Emmanuel, passez une très belle soirée. Allez tout de suite Laurence Ferrari sur CNews Europe 1. Merci à tous.